pas trop impressionnée par la foule. Non, je veux dire que j'ai connu pire. Tu nous zoomes. Donc ça y est, bonjour. C'est parti. Je vais juste vérifier que le son est bon. Ouais, deuxième est là. C'est bien, vous représentez l'humanité. Il y a le genre masculin et le genre féminin. C'est ça. Julie, elle était restée. Ouais, Alors on entend. c'est ce qu'elle avait dit, je sais pas, je suis pas allée... Ah non, elle n'est pas dans la salle par contre. Enfin, je crois pas. Elle n'est pas là-bas? Vidéo qui a été interrompue. Pourquoi? Non. C'est bon, ça fonctionne bien. Adam et Ève sont là. 2, Pardon. 3, et le live commence. Eh bien, bonjour à tous. Merci. Donc, bienvenue à ce nouveau déjeuner inspirant qui fait le lien entre les deux groupes du club Open Inno. Un petit mot sur le principe du club Open Innovation Clermont-Vergne porté par le connecteur. Donc, ce sont deux groupes d'une dizaine de membres stables qui chacun proviennent d'horizons assez divers et qui se retrouvent autour du développement de leur posture d'innovateur et de conduite de projets d'innovation, le plus souvent collectif, qui viennent donc là partager leur expérience, pratiquer le co-développement, utiliser de nouveaux outils et finalement se renforcer individuellement dans leur posture, mais se renforcer dans le collectif. Donc aujourd'hui, nous accueillons Virginie Rossigneux, qui est coach, psychothérapeute et danseuse. D'où le titre Dynamique collective, danser avec la complexité. Donc on va parler collectif, on va parler complexité, on va parler ouverture, puisque finalement c'est le lien. On parle d'open innovation. Dans open innovation, il y a le mot open, et cette notion d'ouverture, elle est assez centrale. Donc Virginie, tu as prévu de commencer avec une citation que tu trouves inspirante et qui nous permet d'expliquer quel est ton rapport en tant que coach, pas du tout spécialisé dans l'innovation, avec l'animation de ce club et finalement quels sont les mécanismes, qu'est-ce que tu projettes dans l'animation de ce type de groupe, comment ça fonctionne, quelles sont les ressources que tu vas y amener. Merci Véro. Alors, en effet, je vais vous partager une citation qui inspire beaucoup mon travail d'accompagnement des équipes depuis plusieurs années, de Will Schultz, qui est un docteur en psychologie et statisticien qui a été, pour ceux qui connaissent peut-être, fondateur de ce qui s'appelle l'élément humain, qui est une méthode d'accompagnement de groupe. Alors il dit « J'ai d'abord cru qu'une équipe performante était celle qui avait un bon chef. Et puis j'ai cru qu'une équipe performante était celle qui avait des buts clairs. Puis j'ai cru qu'une équipe performante était celle qui avait peu de conflits. Puis j'ai enfin cru qu'une équipe performante était celle dont les membres n'étaient pas trop différents. J'en arrive aujourd'hui à la conclusion que pour qu'une équipe soit performante, il faut qu'elle ose dire ses peurs et ses besoins et qu'elle renonce à avoir raison a priori. » Donc pourquoi je vous partage cette citation et surtout la fin de la citation, enfin l'ensemble d'ailleurs, c'est que quand on parle de coaching d'équipe ou de facilitation d'équipe, il y a différentes approches et différentes méthodes sur le sujet. Et celle que moi je porte et que j'incarne au travers des équipes que j'accompagne et du club, c'est cette dimension humaine. Dans l'histoire de l'open innovation, il y a quelque chose qui est... Alors, au début, quand j'ai connu ce mot, je ne comprenais pas ce que c'était que l'open innovation. Et il m'a fallu du temps pour mettre du sens derrière. C'est quoi l'open innovation ? Et quand j'ai compris que finalement, c'était la rencontre de personnes autour d'intentions, de projets, d'initiatives, et qu'avant tout, c'était comment des personnes arrivaient à se rencontrer
et à produire ensemble quelque chose de nouveau, de disruptif et donc de dérangeant, parce que quand même dans l'innovation, il y a souvent cette question de ça dérange, puisque c'est différent de ce qu'on connaît. Là, moi, je me suis reconnue dans cette proposition et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner le club. Et en cela, au club, on fait un peu ça. C'est-à-dire qu'au travers des différents projets qui amènent les gens dans le club, on apprend aussi à partager autour des besoins qu'on a dans nos sujets d'innovation, partager aussi autour des inquiétudes, des craintes, des peurs, aussi des envies, des ambitions qu'on n'arrive pas forcément à concrétiser. Et aussi, et ça c'est le côté open, à apprendre les uns des autres et donc à mettre en œuvre ce que dit Schutz, ce qui est très important, c'est renoncer à avoir raison a priori. Alors, comme ça, vous dites, bah oui, évident, mais sauf que ça n'a rien d'évident, parce qu'on a... Alors, aujourd'hui, on parle de biais cognitifs, mais en psy, on aurait d'autres vocabulaires, mais c'est vrai qu'on a des biais les uns les autres, qui rendent difficile la compréhension de ce que vit l'autre, ou en tout cas de la réalité de l'autre, ou même de la réalité de la situation dans laquelle on est, parce qu'on la regarde d'une certaine manière, et changer son regard, c'est difficile. Je partageais tout à l'heure avec Véronique ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, et cette difficulté de changer de regard sur le Covid. C'est hyper difficile. Donc, dans le club, avec ma comparse Emmanuelle, on est beaucoup sur ces questions d'accompagner cette dynamique collective autour de cette ouverture à questionner, essayer de comprendre et essayer de ralentir notre envie d'avoir raison, de connaître la solution pour l'autre, de vouloir pousser des choses, mais bien au contraire, enfin pas au contraire, mais aussi de s'imprégner de la complexité des situations qui nous sont proposées au sein de ce club. Voilà. Peut-être pour illustrer en fait ce côté jugement a priori, tu me partageais l'outil de co-développement qui est très utilisé dans le cadre du Club OpenInno. Et peut-être tu peux expliquer d'une part rapidement ce que c'est que le principe du co-développement, et puis cette notion justement de se mettre en situation d'exploration et d'écoute qui, a priori, n'est pas évidente. Oui. Voilà, le co-développement professionnel, c'est une méthode dont M. Payette et M. Champagne, c'est pas une blague, hein, ils s'appelaient vraiment comme ça, ont mis, je crois, quand même une trentaine d'années à modéliser ce processus de pensée et de réflexion. Donc il y a différentes étapes et on l'utilise dans le club, et c'est vrai que là où moi je vais chercher, parce que faut savoir que dans ce club on a des experts de l'innovation et des gens qui adorent aller explorer. On n'est pas, j'ai pas besoin de pousser sur le côté exploration avec l'envie d'être curieux. Ils sont tous très curieux. Et cependant, quand on s'applique à cette méthode collaborative, il y a cette étape qui est importante, qui est l'étape d'exploration de la situation, en essayant d'aller vraiment chercher ce que je ne connais pas de la situation, et ce que je vais essayer de questionner et de saisir de la personne à partir de ce que je ne connais pas et de ce qui pourrait m'échapper de la situation. Et c'est vrai que c'est souvent à cet endroit-là où, avec les gens du club, je vais ralentir leur envie de proposer des solutions ou d'avoir des interprétations sur la situation. Alors, c'est vachement bien d'interpréter et c'est vachement bien d'avoir des solutions. Voilà. Mais c'est vrai que l'étape préliminaire, qui est cette étape de pure exploration, elle est finalement souvent assez difficile, parce qu'elle nous rend vulnérables. Hein. C'est accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas savoir et de découvrir la situation comme si on avait un regard neuf. Donc de ne pas trop vite partir dans des suppositions, dans ah bah oui, je comprends bien ce qu'il dit, ah bah oui, ah bah oui. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas inné chez nous, les humains. Et en fait, ça, c'est une technique aussi, l'exploration et la prise de recul que tu utilises beaucoup lorsque tu interagis avec des équipes nouvelles que tu accompagnes
dans le cadre de situations, tu peux peut-être aussi en profiter pour expliquer la notion de moteur des équipes. Oui. Alors, oui, c'est légèrement différent, mais là où il y a un lien, c'est sur la notion de complexité, parce que notre sujet, c'était danser avec la complexité. Alors, moi, je suis beaucoup sur la question de la complexité qui est portée par Edgar Morin, donc c'est la question de véritablement essayer de rentrer dans le chaos de la situation et de ne pas trop vite l'enfermer dans des présupposés et des interprétations. Et du coup d'arriver à tenir une compréhension à partir de plein de points de vue différents. Et dans une équipe, on a la même chose, c'est-à-dire que dans une équipe, on a un collectif d'individus qui forment un tout, et dans ce tout, qui amène un niveau de complexité qui échappe si on cherche à regarder la dynamique d'équipe qu'à partir de points de vue. D'accord ? Donc, c'est là où je suis... Voilà, ma manière de travailler, ça va être de chercher sans arrêt à ce que les personnes de l'équipe arrivent à prendre conscience de la complexité de leur situation au travers du partage. Hein. On est quand même beaucoup sur la question de se partager, de se dire, et d'éviter de se dire « Ah ben voilà, ça y est, si on est une équipe performante, c'est parce qu'on sait faire ça, c'est parce qu'on sait faire ça, c'est parce qu'on sait faire ça. Voilà. » Éviter, alors on y arrive à un moment donné, puisqu'on arrive à des actions d'ajustement et de changement, mais avant tout, cette capacité à se dire « Ok, et si je regardais l'équipe dans laquelle je suis différemment, parce que je vais vraiment écouter l'autre, parce que je vais vraiment essayer de me dire « Tiens, bah, lui, la même situation, il la vit différemment. » Voilà, là, on rentre dans la complexité d'une équipe. Et la chose que moi, je poursuis avec les équipes, c'est la question de la co-responsabilité. C'est-à-dire que quand je suis face à une équipe, et qu'il y a un problème dysfonctionnel, parce qu'en général, si on m'appelle, c'est qu'il y a un problème. Soit les équipes ne savent pas travailler ensemble, soit elles font peu preuve d'initiative, soit il y a du conflit latent, c'est souvent des questions de responsabilité, d'initiative ou de manque de coopération. Je ne vais pas le regarder en essayant de me dire quelle est la personne qui ne sait pas coopérer, quelle est la personne qui est en conflit, quelle est la personne. Parce que ça, c'est réduire la complexité et essayer de saisir quelque chose, de trouver. Je vais plutôt le regarder comment l'équipe co-construit le conflit, comment l'équipe co-construit le manque de coopération, comment elle co-construit le fait qu'on n'a pas d'initiative. Alors, ça ne veut pas dire que chacun aura le même vécu, puisqu'on a des vécus différents. Mais quelque part, si c'est ça qu'on vit ensemble, alors il y a quelque chose chez moi qui participe à ce qu'on vit ensemble. Et c'est tout mon trajet avec une équipe, c'est de les faire élaborer là-dessus. Parce que dès lors qu'elles arrivent à partager ça, ensuite, elles font des choix, de fait, elles font des choix d'actions différentes. Sans recommandation, sans pousser dans une direction. Parce qu'une fois qu'elles constatent que, finalement, si on manque d'initiative, c'est parce que un tel vit ça, un tel vit ça, un tel vit ça, un tel... D'ailleurs, ça peut tirer, hein, ça peut être, il y en a un qui... Bon. Et voilà. Si on constate ça, alors après, c'est du cheminement, hein, c'est pas juste une discussion, hein, c'est un peu cadré. Ça amène à du changement. Sur ce côté de satire, tu peux peut-être illustrer avec des outils que tu utilises, et je pense à celui de la corde. La corde, donc je les encorde, je les pends au plafond, et je leur dis de... Non, c'est pas vrai. Je partageais à Véro une expérience que, quand je peux, j'essaye de faire vivre aux équipes ce qu'elles vivent dans leur situation, de le faire vivre physiquement. Donc, une fois, j'ai une équipe d'une direction du groupe EDF qui vient parce que l'équipe manque d'initiative. Ce sont des gens qui produisent bien, qui sont au rendez-vous des dossiers, mais dont la charge va augmenter, qui sont plutôt assez... c'est pas passifs, mais qui sont très derrière les ordres, hein, et qui ont du mal à travailler en initiative et en plus de force de proposition. Et j'identifie que le leader, parce que je travaille un peu avec le manager en amont, que le manager est déjà un peu sur une tonalité un peu sauveur, c'est-à-dire qu'il a besoin de protéger, qu'il est même protecteur avec moi, qu'il a tendance à... Voilà. Puis quand je rencontre l'équipe, alors là, je vois qu'assez vite,
dans les différents temps de partage que je propose, je m'aperçois que tout le monde se met à protéger soit un tel, c'est-à-dire voilà, à signifier combien ils sont bienveillants, combien ils cherchent à coopérer, combien ils cherchent à être voilà, dans l'appui les uns des autres. Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose comment vous dire, qui les empêche, qui les resserre, quoi. Dès que je dis quelque chose qui peut être un peu bousculant, on va tout de suite prendre soin de la copine ou prendre soin du copain. Et donc, je leur partage ça et je m'interroge avec eux sur comment ils se sentent liés les uns aux autres. Et je leur fais faire un exercice avec une corde. Donc, je leur demande, de manière très spontanément, de se lier les uns aux autres avec une corde, avec le manager qui se met à un endroit, je laisse faire l'équipe qui se met, et ils tiennent chacun un bout de la corde, et je leur demande d'évoluer dans l'espace, c'est-à-dire de cheminer, quoi. Et très vite, ils s'aperçoivent qu'ils commencent à faire des nœuds les uns, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'une direction soit pas collectivement partagée par les autres, qui s'empêchent de bouger. Et que donc très vite, ça devient une espèce de sac de nœuds où ils commencent à s'emmêler de peur de se brusquer les uns les autres, ou de peur que le manager soit trop directif, de peur que la fille derrière, qu'on l'oublie, tout ça, machin. Et au bout de 5 minutes, ils sont presque statiques. Et là, ils ont la prise de conscience de leur situation. C'est-à-dire, on veut tellement être ensemble que finalement, on détruit quelque chose de notre dynamique et de notre respiration, quoi, se donner de l'air. Et à partir de là, de cette c'était intéressant, mais de cette exploration, l'équipe va va mettre en place des comportements différents, avec des systèmes. Après, bon, voilà, ils ont travaillé sur la deuxième partie, sur comment on fait différemment, comment on se donne de l'air, comment on se donne de l'espace, de la liberté, quelles sont un peu nos règles qu'on va se donner, quel est notre parcours. Voilà. Donc, ils se sont ajustés comme ça à partir de cette exploration. Et donc, je tiens aussi à préciser que moi, dans mon accompagnement, ce que je vais essayer de regarder, on retrouve un peu sur la question dans l'innovation de exploration, exploitation, hein. Dans l'innovation, ou dans les entreprises, c'est pas innovation, mais dans les entreprises, on dit qu'une entreprise, elle tient avec une dynamique double et qui danse, c'est-à-dire qui se déséquilibre et s'équilibre entre la partie exploitante, donc qui industrialise, et la partie explorante qui découvre. Et dans une équipe, on a la même dynamique. Un groupe humain, pour qu'il fasse groupe, il va devoir, mais à son insu, c'est pas un choix, il va devoir poursuivre une double dynamique. La dynamique de sa conservation, qui est essentielle, et la dynamique de sa croissance. Et ça va frotter régulièrement dans les groupes entre est-ce qu'on est un groupe qui, comme là je proposais, où on se construit sur la conservation, c'est-à-dire on se protège, mais on n'est plus dans la croissance, ou des groupes à l'inverse qui sont plus dans le milieu innovation, où il y a des forts challenges, où on trouve des équipes qui sont très dans la croissance, et qui, quelque part, travaillent peu sur la dimension conservation. Parce qu'il a... Voilà. Et donc là, moi, je vais essayer d'aller chercher de ce côté-là. Enfin, de leur faire prendre conscience de où ils sont pour qu'ils aillent là où ils veulent aller. Et au final, pour reboucler avec notre sujet, quel lien tu fais entre ça et justement la capacité d'innovation ? Quel lien je fais entre ça et la capacité ? C'est... pour moi un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est parce qu'on tient une dynamique qui a priori semble contradictoire qu'on est dans la créativité des situations. L'enjeu de l'innovation, c'est la créativité, c'est une forme de créativité, au service d'une solution, d'un problème. Et que pour ça, si on répète des choses du passé exactement dans le futur, on ne fait pas l'innovation. Donc faire l'innovation, c'est pas répéter. En gros, permettre à une équipe de trouver ses ajustements nouveaux, c'est ne pas répéter son système de fonctionnement, et c'est trouver de la nouveauté dans son fonctionnement. Donc c'est aussi dans les bénéfices, c'est la rendre plus innovante. Oui. Et justement, oui, plus innovante, parce que même dans les équipes qui sont fortement dans la croissance, elles peuvent perdre leur innovation parce qu'elles ne savent pas suffisamment coopérer, se dire les peurs et les besoins.
Oui, et ben justement, c'est là-dessus aussi que je voulais que tu reviennes sur les 3 volets en fait, de l'équipe résiliente. Donc il y a se dire les peurs, il y a se confronter et se soutenir. Et c'est vrai que ces 3 dimensions-là, elles ont chacune des dynamiques à enclencher. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que si on regarde ce modèle qui est un modèle, là je vous propose, c'est un modèle qui vient des sciences psychologiques, sur la croissance et la conservation, des observations sur des groupes depuis la nuit des temps. On retrouve, j'ai perdu ton fil de la question. Les 3... Oui, c'est ça. On retrouve dans l'équipe, moi, ce que je vais le transformer en se confronter, se soutenir. Se confronter, c'est être dans une dynamique de croissance. Parce que dans la confrontation, dans la différenciation, on crée de la friction qui crée de la nouveauté. Donc on est croissance, confrontation. Et dans le côté conservation, on est dans le soutien. C'est-à-dire on s'appuie, on s'étaye et on se permet de se sentir plus fort. Okay, alors que dans la confrontation, on se déstabilise. Et donc ces deux dynamiques-là qu'on poursuit dans le coaching d'équipe, selon moi, et dans ce que moi j'ai observé, ça passe par quelle est la modalité, c'est savoir se dire ses besoins, parce que là on est du côté et à la fois de la croissance et de la conservation. Savoir se dire ses peurs, c'est pareil, c'est-à-dire dans la confrontation, il y a aussi une capacité à se dire ses peurs, pas uniquement son idée, qui rend d'ailleurs vivable je renonce à avoir raison a priori, si tu veux. Parce que je me rends vulnérable un peu au fait que il y a de l'idée de l'autre et tout ça. On revient sur ta citation de départ. Oui, qui est une forme de modalité, si tu veux. Après, ce qui est poursuivi ou ce qui se poursuit dans une équipe, et de toute manière, toutes les équipes poursuivent ça, à leur insu, c'est on va durer et on va croître. Enfin, on va se conserver, tu vois, être dans des acquis et en même temps se perturber sans arrêt. Et justement, alors il nous reste 10 petites minutes pour parler d'outils. Alors je sais qu'il y en a un dont on n'a pas prévu vraiment de parler, mais tu l'avais évoqué toi-même, c'est cette notion de dispute professionnelle. Voilà, la dispute professionnelle. Et puis ensuite, tu avais 2 outils à nous partager. Si tu peux juste dire un mot de ça, parce que finalement, ça répond à cette notion aussi de confrontation, qui peut être une confrontation, enfin qui doit être une confrontation productive. Après, sans rentrer dans les détails, parce que je sais que tu ne l'utilises pas, mais en tout cas, c'est un concept intéressant. Alors c'est vrai que j'ai parlé, alors la dispute professionnelle, c'est des travaux de Yves Clos et de Bruno Latour, qui en gros disent que dans une organisation, et ça c'est vrai, dans une organisation, si le conflit n'est pas vu comme créateur de sens, alors l'organisation, elle meurt. Donc on est du côté de la confrontation. Alors après, dans la dispute professionnelle, c'est vraiment... comment vous dire, c'est un courant de pensée qui parle beaucoup des arguments. Donc on va confronter les différents arguments des différents points de vue métiers pour faire avancer l'organisation dans ses ajustements. Ça, c'est une première chose. Ça va, ça ? Et l'outil, alors qui a du lien et pas du lien, l'outil que moi je pratique en équipe. Alors il y a 2 choses que je recommande aux managers. Le premier, c'est si vous avez une équipe, si vous êtes en charge d'une équipe, favorisez des temps informels de votre équipe. Favorisez des temps où l'équipe ne sera pas ni en train de produire, ni en train de... mais elle sera juste en train de vivre sa vie de groupe. Et ça, au temps du digital, c'est pas simple. Mais voilà, s'il y a peut-être un challenge aujourd'hui pour le manager, c'est de favoriser ces temps. Alors, c'est pas non plus des heures et des heures, mais c'est... permettre à l'équipe de se retrouver dans des temps informels parce qu'elle nourrit son besoin socio-affectif, comme on dit. Si elle ne nourrit pas ce besoin-là, elle va perdre en capacité d'être performante sur ces sujets opérationnels. Bon, donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de pas essayer de trop contrôler les temps informels, les pauses café, les machins, tout ce que vous voulez.
Et puis, la deuxième chose, c'est l'outil, c'est un outil de régulation. Parce qu'une équipe, si vous voulez, dans une journée, il se passe plein de choses. Elle va se croiser, se rater, se trouver, ne pas être d'accord, se demander des choses. Et donc, elle va beaucoup s'activer aussi sur le plan socio-affectif, ce que j'appelle, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, personnel. Et donc, de proposer des temps un peu remise à zéro sont utiles. Alors, à pratiquer avec méthode, ça s'appelle les irritants et les adoucissants. Donc, ce qu'un manager peut faire, c'est par exemple en fin soit de projet, soit en fin de semaine, ça dépend du rythme de l'équipe, de proposer à l'équipe un temps de régulation où on ne va pas produire, où on ne va pas trouver de solutions entre nous, on va juste partager les uns après les autres ce qui, dans le travail collectif, a été un adoucissant et ce qui, dans le travail collectif, a été un irritant. Voilà. Donc, après, dans la modalité, parce que ça peut faire un peu peur, les irritants, qu'est-ce que je vais dire, l'idée étant que le manager apprend, enfin en tout cas doit reformuler si la personne ne dit pas je, si ça flotte, quoi, il faut reformuler pour contextualiser, sinon ça peut devenir un truc, on ne sait pas trop ce qui se dit. Mais l'idée, c'est de ne pas commenter, c'est de ne pas analyser, c'est de ne pas trouver de solution. C'est pas de se mettre en mode sauveur de l'équipe. C'est simplement lui permettre d'écouter ce qu'elle a vécu ensemble dans son adoucissant d'équipe et son irritant d'équipe. Et ça, il y a à faire confiance à ça. Une équipe, elle aura de fait spontanément besoin de se conserver. Donc elle va trouver, en dehors de tout ça, s'il y a des irritants qui sortent. Bon, maintenant, s'il y a un gros machin qui vous sentez être un sujet qui va être dynamiteux, il faut le traiter. Mais les petits irritants, c'est des choses dont elle a besoin et qui lui permettent de continuer sa vie, quoi. Oui, et c'est des petits irritants qui peuvent être interpersonnels et pas forcément impliquer l'équipe, mais du fait qu'ils puissent être partagés, formulés, vont contribuer à alimenter une réflexion, un recul et pouvoir s'autoréguler. Encore une fois, c'est une forme d'exploration. C'est ça. C'est ça. Après, voilà. Si les irritants, c'est des irritants d'organisation, ça peut aussi sortir. Mais en général, ceux-là, à un moment donné, il faut les traiter. S'ils ressortent beaucoup, il faut se dire, bon, là, on a peut-être un sujet de process, nous, dans nos équipes. Oui. En tout cas, c'est aussi une bonne manière que le manager a de connaître la température de son équipe. Parce que quand même, ça échappe la plupart du temps au manager. C'est pas bien ce que l'équipe, elle vit. Il sent qu'elle est motivée, pas motivée, mais après, c'est difficile à saisir. Ce qu'une équipe vit, c'est difficile à saisir. Ouais, c'est un petit outil qui permet de détecter des signaux faibles, des choses qui ne sont pas encore... Aussi, ouais. De sentir comment la parole circule, elle ne circule pas. C'est pour ça qu'il faut le faire, parce que aussi sa culture à cet outil. Je crois qu'on va tester au connecteur. Très bien, merci beaucoup Virginie. Donc pour terminer, ton conseil, qu'est-ce que tu pourrais laisser comme petit conseil clé pour danser avec la complexité des dynamiques collectives d'équipe? Si je me mets dans la peau d'un manager, je me dis, quand je regarde mon équipe, je vais essayer de regarder, comment te dire, je ne vais pas essayer de comprendre, je vais essayer de ralentir mon envie de comprendre ce que vit mon équipe, mais je vais plutôt essayer de regarder ce que je vis avec mon équipe. Ça, c'est aussi un truc, ça. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qu'on trouve un peu dans les groupes aussi de réflexion, on va penser l'objet différent de soi. C'est-à-dire, mon équipe, elle vit ça. Non, qu'est-ce que moi, en tant que manager, je vis avec eux? Et là, j'ai une source d'information sur la dynamique de mon équipe qui est très, très riche. Qu'est-ce que moi, je vis avec eux? Donc voilà, mon conseil, ça serait aux managers qui s'incluent bien dans leur... qui se prennent en miroir.
Et tu avais Est-ce aussi, que ça répond? Oui. oui, justement aussi sur cette posture de manager, c'est un sujet que tu as déjà évoqué, même quasiment dès le début, c'est gérer l'incertitude et accepter de ne pas tout savoir, tout maîtriser. C'est ça. Ben, tu le dis bien, c'est bien, tu complètes ce que je dis, Véro. Et peut-être tu peux te développer. Peut-être que je peux développer. Ben oui, après moi je suis assez convaincue de ça, alors comment je pourrais développer? Vous convaincre que l'incertitude est source de créativité et d'innovation? Oui, parce que dans l'incertitude, on a cette phrase que je vous ai dit au début, c'est-à-dire quand on est dans l'incertitude, on est en capacité de sentir ses peurs, parce que ça fait quand même peur de ne pas savoir ou de ne pas exactement savoir où ça va, comment ça va. Ça fait aussi beaucoup se recentrer sur les besoins, l'incertitude, parce que l'appui majeur dans l'incertitude, c'est de quoi j'ai besoin ou de quoi l'équipe a besoin ou c'est quoi le besoin suivant et le besoin ici. Enfin, je veux dire, c'est une manière de s'orienter dans l'incertitude, c'est la question des besoins. Et puis la dernière chose, si je reprends renoncer à avoir raison a priori, c'est pas facile quand même pour des cerveaux qui aiment tout maîtriser. Mais c'est tellement chouette de sentir que la solution, elle est pas que chez soi, quoi. Que je trouve que ça donne beaucoup de... Ça réduit un peu la charge. Ouais, c'est ça. Tu vas être dans l'incertitude. Et puis bon, après, aujourd'hui, on voit bien que la complexité collective qu'on vit fait que la solution, elle n'est pas... Elle n'est pas portée que par un seul individu. C'est ça, et ce qui est une belle image pour l'open innovation. Une notion de mobilisation d'un collectif, de parties prenantes. C'est ça, de ce temps dans l'open innovation qui est l'exploration avec cette question de on ne sait pas où on va et ça fait peur aux organisations la plupart du temps parce que c'est pour ça qu'en général elles vont prendre des gens qui ont déjà des solutions pour déjà connaître un peu, mais sinon on ne sait pas où on va, ça fait... Voilà, dans le club, il y a la question des KPI sur l'Open Inno, c'est-à-dire comment je valorise cette phase exploratoire auprès des organisations comme créant de la valeur, même si ce n'est pas une valeur économique ou un bien au final, mais il y a quand même une valeur de ce processus. C'est une vraie question, ça, de l'Open Inno, qui émerge là dans nos groupes. Et c'est une belle question pour danser avec l'incertitude. Belle conclusion, mais merci. Nous avons une question. Je peux poser ma question avant que tu enlèves le... Je croyais que la question c'était Emmanuel justement. Ah bah non, mais j'en ai une là sous les yeux. Justement, comment tu as évoqué la nécessité de vivre des temps informels en équipe, y compris dans le contexte actuel où on est peu souvent rassemblés. Est-ce que tu as des exemples de manières de faire vivre cet temps informel? En visio, ça paraît un peu compliqué. Enfin, est-ce que tu as vu des choses intéressantes? Oui, il y a justement quelqu'un qui m'avait partagé ici, là, du territoire d'Auvergne, qu'il avait mis ça en place très tôt, au début du Covid. Bah, c'est très simple. Je me souviens qu'il a dit on n'a plus de pause café, donc on va faire tous les vendredis matins café croissant, chacun comme on est, en pyjama, pas maquillé. Et on a 45 minutes pour juste se parler en collectif de ce qu'on veut, quoi. Et ça a très bien marché. Bon, donc, du coup, c'est un temps informel formalisé un peu. Parce qu'en visio, on est bien obligé de... Tu vois ? Mais il ne dirigeait pas, il ne l'orientait pas. Et il était là. C'était intéressant d'ailleurs. Parce qu'il était là en posture d'écoute. Mais c'est vrai qu'il était là pour autoriser qu'il y ait de l'informel dans l'équipe. Et je pense que c'est ce qui a permis, en tout cas il témoignait que ça a permis à son équipe de traverser le début du confinement. Enfin même tout le Covid, parce qu'il nous partageait ça en septembre-octobre, je crois. Donc on était déjà bien avancés. Ouais. Alors une question juste ici. Alors, pardon. Ouais, je le garde. Non, moi, c'était une demande de précision. Là, tout à l'heure, tu parlais des irritants et des adoucissants. Et en fait, ça me fait penser, et c'est pas la première fois justement dans les outils que tu utilises ou que moi j'utilise dans d'autres domaines, que je trouve qu'on est vachement proche d'outils qui sont utilisés en innovation ou dans les équipes agiles. Et moi, ça me fait penser à la rétrospective en fin de projet.
Et finalement, voilà, ma question, ce serait, est-ce qu'il y a une source quand même là-dessus qui est plutôt dynamique collective, mais aussi il y a quelque chose qui est plus psy dans tes approches. Ouais. Et je trouve que assez fréquemment, on retrouve un peu ces sources d'inspiration dans les méthodes agiles. Alors, bien sûr, ça va être pour la dynamique de groupe, mais du coup, qu'est-ce que tu ferais comme différence entre juste les adoucissants, les irritants et une rétrospective telle qu'elle est utilisée elle est chouette cette question parce que de ce que je connais des rétrospectives, tu vas être en effet sur les tops et les flops, les tops et les downs. Voilà, mais qui sont autour de l'organisation, du projet. Voilà. Alors que, me semble-t-il, alors que dans les irritants et les adoucissants, c'est ce que Véro tout à l'heure disait, on est plus dans la dynamique interpersonnelle ou collective. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément... l'idée, c'est vraiment ce qu'on vit ensemble. C'est pas quel est le regard que l'on porte sur le projet qu'on a vécu cette semaine, c'est quoi, si ça a marché, pas marché, on n'est pas content, pas content. Mais qu'est-ce qu'on a vécu ensemble ? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Quel est l'adoucissant de ce groupe ? Donc, on est plus du côté de l'émotionnel, de l'affect, et donc du besoin socio-affectif, ce que j'appelle, tu vois, de se sentir en lien socialement, mais aussi affectivement. Et donc, ça veut dire qu'on adresse beaucoup plus, tu vois. Voilà, ce matin ou cette semaine, je suis passée 3 fois et quand je te dis bonjour, tu m'as pas souri, j'ai senti que ça m'affectait parce que j'étais pas de bonne humeur cette semaine et blablabla. Qu'on est plus sur des choses, tu vois, qui sont du relationnel. Ouais. Et souvent, si l'équipe se fait confiance, c'est des moments où ils adressent au manager des choses, mais plus sur le plan du fonctionnement. Que sur l'analyse comment s'est passé le projet. Tu vois ? On n'est pas sur cette analyse-là. Et par contre, quand on est sur les irritants et les adoucissants de la vie de groupe, pour ça, on pourrait ramener simplement à la vie de groupe, tu vois, c'est important de dire « je », quoi. Quand on ne me sourit pas, je suis malheureux, si tu veux. Ça, c'est très anxiogène pour un groupe. C'est qui on, quoi. C'est moi, c'est toi, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que le manager, c'est important qu'il soit à l'écoute de comment. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de managers qui font des formations en CNV et ils apprennent à savoir qu'il faut dire je, tu. Bon. En quoi ? En communication empathique, non violente, assertive, tout ça. Tout ça, là. CNV. Ouais. Enfin, ça, c'est la base, mais il y a plein de dérivatifs. Ça va ? Est-ce que ça te clarifie ou pas ? Oui. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant qu'on termine ce rendez-vous le prochain, c'est le 9 juin, c'est ça ? Prochaine date ? 11 juin. Très bien. Bon, enfin, mi-juin, on va dire. On reviendra plus précisément sur la date exacte et l'invité du moment. Virginie, un grand merci d'être sortie de l'ombre. Souvent, tu es dans le public, donc c'était super intéressant de t'entendre. Merci à toi et puis à très bientôt. Donc, à tous, bonne journée. Merci. Ah ouais, allez-y. C'est coupé, hein ?